C'est la vision intérieure qui s'impose en premier dans mon travail photographique. Mais parfois, le concept et la vision naissent ensemble. Je pense à ce que je vais faire, puis j'imagine la manière dont je vais photographier les choses. J'ai plusieurs séries différentes, mais elles sont toutes en corrélation sur le plan du concept. J'ai commencé à photographier les salles de cinéma au tout début de mon installation à New York, dans les années 1974-75. J'ai alors décidé de pratiquer la photographie en plaçant mon appareil à l'intérieur de salles de cinéma. J'ouvre l'obturateur au commencement du film, au moment du générique. Je laisse l'appareil ainsi pendant 2 ou 3 heures, selon la longueur du film. Et je referme l'obturateur après le générique de fin. Je photographie donc un film entier. Ensuite, je développe le négatif et l'on ne voit aucune image du film, uniquement une lumière blanche émanant de l'écran. C'est ainsi que l'intérieur de la salle apparaît dans un halo de lumière blanche produit par l'écran. Et les spectateurs dans la salle ont tous disparu sous l'effet de ce rayonnement blanc. Receiving this radiant white light from the screen. Ce qui signifie que je veux sans doute dire que trop d'informations conduit au néant. C'est une idée intéressante. Mais comment montrer le néant, le vide? Il doit être délimité. Dans ce cas, la salle de cinéma est le cadre qui contient ce vide. J'ai toujours profondément ancré dans mon esprit des visions de paysages marins. J'en ai réalisé environ 500. La comparaison est un facteur clé. J'ai parcouru le monde, vous savez, à la recherche de ces paysages marins. J'ai fait toutes les côtes européennes, anglaises, françaises, allemandes et les bords de mer au Japon. Mais le concept au départ, c'est juste l'air et l'eau. Ce sont sans doute les mêmes visions que celles que pouvaient avoir les hommes il y a plusieurs milliers d'années lorsque, debout au bord des falaises, ils regardaient vers le large. C'est donc juste un échantillon pour donner l'idée d'une sorte de voyage dans le temps, un voyage pour observer le temps, pour revenir sur de très anciens souvenirs de notre culture. Voici l'un de mes premiers échantillons de paysages marins, la mer des Caraïbes, en Jamaïque, dans les années 80. J'étais au bord de la falaise, pas très haut, probablement une dizaine de mètres au-dessus du niveau de la mer. L'endroit était assez pratique pour surplomber l'océan. Pas de bateau, ni yacht, ni paquebot, uniquement l'eau et le ciel. C'était ce que je voulais. J'ai décidé de toujours garder exactement la même composition, avec la ligne d'horizon comme centre fixe. Moitié ciel, moitié eau, rien d'autre. J'ai donc fait une marque au niveau de l'herbe sur le sol et une sur le cadre de mon appareil pour déterminer la bonne position de la ligne d'horizon. Certains jours, avec la pluie ou le brouillard, on ne distingue pas l'horizon. Dans ces cas-là, j'attends qu'il redevienne visible et j'enregistre sa position sur mon appareil.
Passer du temps avec mes paysages marins permet de s'en libérer, de s'oublier, dans une sorte de méditation. Et dès que l'on commence à entrer dans les détails de l'eau, on s'y noie. C'est un moyen de se libérer du temps et de s'y fondre. Dans mon travail, il n'y a aucune présence humaine, parce que j'essaye de traiter l'état préhumain du paysage. C'est comme si j'étais le premier homme apparu sur cette planète qu'est la Terre. Le premier homme que je suis regarde autour de lui et découvre son premier paysage, un paysage marin, fait uniquement d'air et d'eau. C'est pour cela qu'il n'y a aucune trace humaine. Au début des années 90, j'ai visité le musée de Madame Tussaud à Londres et j'ai fini par réaliser une série de photos sur des personnages en cire. Je ne suis pas intéressé par les êtres vivants, seulement par les silhouettes en cire parce qu'elles sont immobiles. C'est très bon comme sujet photographique. Personne ne pourrait poser pour moi aussi longtemps, comme ça. Chaque cliché nécessite une vingtaine de minutes de pause pour un portrait. Ceux-ci appartiennent à ma série la plus récente des portraits de cire. La princesse Diana, Fidel Castro, puis Arafat. J'avais emporté mon propre matériel. Ensuite, j'ai fait un éclairage très doux, convenant aux peintures flamandes des XVe et XVIe siècles. Une lumière à la Rembrandt. Puis je les ai photographiés, et voilà ce que ça donne. C'est très brillant et plein de vie. On ne dirait pas que ce sont des figures de cire. En tant que photographie, c'est peut-être une vision idéalisée de Castro. On a toujours tendance à croire ce que représente l'image photographique. C'est ainsi que j'utilise cette nature des images photographiques comme une astuce technique, un outil pour mon art. Le temps a une signification importante dans mes séries. C'est le concept clé de mon travail. Je crois que seuls les hommes partagent le sens du temps. Ainsi, utiliser ma photographie dans un mécanisme relié au temps pour sonder l'histoire de la conscience humaine peut être une des ouvertures essentielles de mon art. On doit être conscient de son temps, ce qui signifie conscient de sa mort. Et la notion de mort est en relation étroite avec celle du temps. Pour moi, ces deux notions ont la même source, les mêmes racines. Dans mes séries d'architecture, chaque photographie est intentionnellement floue. Et j'essaye de sonder le passé, toujours en raison de ce concept sur le temps. J'essaye de saisir l'image qu'avait l'architecte d'un bâtiment avant que celui-ci ne soit construit. Comme s'il s'agissait de restituer l'état idéal de la vision d'un architecte. Dans ce cas, le manque de mise au point ne sert pas en tant que source d'information sur l'architecture, mais donne une sorte de vision idéalisée du bâtiment. La série des Bouddhas concerne 1 millier de sculptures réalisées au cours des XIIe et XIIIe siècles dans un temple bouddhiste japonais.
Ils semblent tous identiques, mais en les regardant mieux, on s'aperçoit qu'ils sont tous différents. J'ai décidé de photographier les 1000 Bouddhas avec des vues panoramiques, section par section. J'ai ainsi obtenu 48 sections différentes, presque toutes de compositions identiques, ce qui permet de voir les 1000 sculptures en 48 images photographiques. Ceci dans les mêmes conditions de lumière naturelle que celles dont disposaient les gens du XIIe siècle. C'est une manière idéale de voir ces sculptures. J'ai l'impression que ces 1000 Bouddhas m'appartiennent ou que je leur appartiens. Ensuite, j'ai décidé d'en réaliser une vidéo. Alors, j'ai utilisé une de mes expositions au Japon, au musée Hara. Une caméra vidéo approche du lieu, entre dans le bâtiment et converge sur une image particulière, puis passe à une autre, et ainsi de suite. Bientôt, cela va si vite que vous avez l'impression que le Bouddha sort pour se diriger vers vous, se rapprochant de plus en plus. À la fin, c'est si rapide, cela devient tellement flou, presque déréglé, qu'on ne voit plus rien, juste un mélange d'images. Et cela se termine ainsi. Mais au bout de 5 minutes, vous pouvez compter et recompter 1 million de Bouddhas.